Ok, ici là. Si on devrait renverser le tambour, on aurait toute l'histoire de la Martinique qui sortirait de cet instrument. Un soir à Fort-de-France, dans son magasin de disques, Sully Kali donne un cours de tambour martiniquais, le tambour belay. Notre tambourier, joueur de tambour en créole, est aussi un passionné d'histoire. Sully n'habite pas à Fort-de-France, mais dans la Martinique profonde. Je mange sur le matin, alors mon petit déjeuner au cimetière. Au Gros-Morne, son village natal, Sully se ressource une fois par semaine au contact de ses ancêtres. Il faut monter avec Sully dans les collines, les Mornes, pour remonter dans le temps. Car les Mornes furent l'ultime refuge des Amérindiens qui peuplaient l'île avant la colonisation. Venus d'Amérique du Sud, les Arawaks s'établissent voici 2000 ans. 1000 ans plus tard, prenant le même chemin, arrivent les Caraïbes. Il faut savoir que les Arawaks étaient là, les premiers, ils ont été décimés pratiquement par les Caraïbes. Les Caraïbes ont été décimés par les colons, ainsi de suite. Mais à un certain moment, on peut dire dans notre histoire que les Amérindiens ont laissé le bord de mer pour se réfugier dans les Mornes. Ils se sont retrouvés avec les premiers Nègres-Marrons. C'est-à-dire les esclaves en fuite. Les Caraïbes leur enseignent la vannerie et 100 Indiens et 100 Noirs se mêlent. La conque, vestige musical des Caraïbes. Benoît Bérard a trouvé celle-ci sur le site de Dizac. Archéologue, Benoît se bat contre l'idée selon laquelle l'élimination des Amérindiens par les Français dès le XVIIe siècle a entraîné une éradication de leur civilisation. Ben voilà là, juste en se promenant à Dizac, un bout de poterie amérindienne qui montre bien qu'en Martinique, les traces de la civilisation amérindienne, elles sont nombreuses. À la fois des traces matérielles, des vestiges que nous ont laissés les Amérindiens. On connaît plus d'une centaine de sites en Martinique. Et puis aussi des traces culturelles dans la culture aujourd'hui, dans les Antilles françaises. Il y a tout un tas d'éléments qui sont amérindiens, que ce soit le manioc, que ce soit le hamac, que ce soit des instruments de musique comme la conque de Lambie, qui marquent encore cette présence amérindienne aujourd'hui. Benoît combat aussi le cliché des sanguinaires Caraïbes dévorant les paisibles Arawaks. Selon lui, c'est un mythe forgé par les colons pour se dédouaner de leurs propres exactions. Christophe Colomb aborde la Martinique en 1502 au nom de l'Espagne. Musicalement, sur Christophe Colomb, il y a très peu de choses. Mais seulement, je me souviens un ancien m'a chanté une version, un chant comme ça. Viva la Santa Maria, tire-moi qu'on a nommé, tire-moi Colombia, pas quitter moi nuit. Les Espagnols négligeront les petites Antilles pour se concentrer sur les grandes. Micheline Borde, ancienne élève tambourier de Sully, est guide sur la presqu'île de la Caravelle. Avec ses criques, celle-ci rappelle qu'après Colomb, les flibustiers firent de la Martinique un repère. Comme en témoigne l'habitation sucrière de la famille Dubuc, la flibusterie se perpétua durant 3 siècles, contribuant à la fortune des planteurs. En fait, ici, c'était une couverture. Ce qui était le plus important ici, c'était la contrebande et le trafic d'esclaves. Donc alors, M. Dubuc a tiré les bateaux qui venaient au large, donc des bateaux remplis d'esclaves, avec des cargos et des pierres précieuses et de l'or, et ensuite a tiré ces bateaux ici tout en allumant des feux. Donc ces bateaux, voyant ces feux, se rapprochaient, mais malheureusement s'échouaient sur cette barrière de corail. Donc ils se faisaient attaquer puis piller par la famille Dubuc. C'est un flibustier passé au service du roi de France qui lance la colonisation en 1635, Belin d'Esnambuc. Louis Desgrottes est un béquet, terme créole pour descendant de colons. Il restaure une habitation sucrière dont il a hérité, l'habitation Céron. Une tâche qui, par son ampleur, évoque celle de ses ancêtres, loin du cliché du planteur oisif. On ne faisait pas la fête jusqu'à minuit avec des grands bals, etc. C'était une vie de paysans, de fermiers. Chroniqueur fameux, le père Labatte décrit le schéma idéal d'une habitation sucrière, cette institution qui fit de la Martinique, durant 2 siècles, un pilier de la production mondiale de sucre. Vous aviez la maison de maître
avec la manufacture sous les yeux du maître de la maison, les magasins de stockage de la marchandise toujours aussi collés à la maison de maître pour la surveillance, et après la manufacture, tout l'habitat d'abord des esclaves et ensuite des travailleurs. Le modèle de l'habitation s'appliqua vite à la quasi-totalité de la population martiniquaise liée à un système, l'esclavage. Vous voyez, comme je vous disais, les cases des esclaves se trouvaient par ici. C'était l'endroit qui s'appelait la rue Cazenègre, c'est-à-dire dans le bas de l'habitation. Après l'usine, vous aviez toutes les cases des logements des esclaves et ensuite des travailleurs, après l'abolition de l'esclavage, parce que le travail a continué. Le père Labatte donne pour une sucrerie de 5 chaudières 120 personnes, dont les propriétaires, etc., ce qui correspond plus ou moins à une centaine d'esclaves. Il y avait 90 esclaves ici au Céron, donc ça correspond exactement au schéma de l'habitation présenté par le père Labatte, quoi. Le père Labatte était un dominicain, mais il y eut aussi des jésuites parmi les défricheurs, comme le rappelle la trace des jésuites qui traversent l'île. Les jésuites, ce sont les premiers missionnaires qui sont arrivés à la Martinique. Et comme c'est pareil aussi, il n'y avait pas de route. Donc il fallait tracer dans les bois des chemins. Donc c'est une trace qui arrive jusqu'au loin, à travers le bois, à travers la montagne. Extraordinaire. Le dimanche matin, les rues de Fort-de-France sont désertes, mais la cathédrale Saint-Louis est pleine. Le père Méranville y dit la messe depuis 20 ans. Selon lui, la ferveur des Martiniquais s'explique par leur passé douloureux. Et elle est d'autant plus remarquable que le rôle des missionnaires fut ambigu. Ils ont évangélisé les esclaves, ils ont baptisé les esclaves. La preuve que pour eux, les esclaves n'étaient pas des meubles, mais des personnes. Malheureusement, souvent, il y a eu collusion entre le sabre et le goupillon. Ça a été assez souvent perçu, ou même elle s'est située du côté de ceux qui avaient le pouvoir. Ainsi, missionnaires et colons s'allièrent-ils pour forcer les esclaves à perdre la mémoire de l'Afrique. La canne à sucre s'imposa vite comme monoculture, mais c'était une dévoreuse de main-d'œuvre. Or, à l'esclavage, les Amérindiens préféraient le suicide du haut des falaises. Dans des conditions inimaginables aujourd'hui, les navires négriers livrèrent donc, au fil de 2 siècles, 70 000 esclaves aux Blancs-Duquets. Blancs-Duquets, origine probable de béquet. La canne réclamant toujours plus de bras, les esclaves composeront jusqu'au 9/10 de la population. L'écrasante majorité des actuels Martiniquais ont des ancêtres esclaves. Cette ascendance n'est plus un tabou. Prenez Sully, il consulte un site internet qui renseigne les Martiniquais sur leur origine, esclavagemartinique.com. Déjà, l'existence d'un tel site, c'est qu'il y a un pas extraordinaire qui a été effectué dans la tête de beaucoup de Martiniquais. Il y a 30 ans, il ne fallait pas en parler. Donc je trouve que ça c'est merveilleux. Et parce qu'il faut savoir, même à un certain moment dans notre histoire, tout ce qui rappelait l'Afrique devait disparaître, et notamment le tambour. Les esclaves, après la libération, ils ont pris le nom des maîtres. Et c'est pas évident de retrouver ces racines, puisqu'il y a eu un tel mélange. C'est là que commence la créolisation. Sully écrit des livres sur cette créolisation qui s'incarne notamment dans la musique et la danse créole. Des livres que notre homme orchestre édite lui-même. Il y montre comment les influences africaines et européennes se sont progressivement harmonisées. Les Blancs opposèrent leur propre danse à celle des Noirs qu'ils jugeaient provocante. Mais les esclaves et leurs descendants s'approprièrent ces danses en les négrifiant, selon le mot de Sully. Ainsi naquirent le quadrille, la mazurka ou la valse créole. Ainsi se marièrent la clarinette et le tambour.
Mais n'oublions pas que les esclaves étaient des meubles selon l'article 44 du Code noir. Voici également l'article 38 qui dit que l'esclave en fuite à la 3e tentative sera puni de mort. Les nègres marrons, de l'espagnol cimarrón, sauvage. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des milices, il y avait des chiens, tout ça, qui chassaient les nègres marrons, donc c'était pas évident. Le tambour, c'était en quelque sorte le téléphone. Les nègres marrons qui étaient réfugiés dans les mondes s'envoyaient des messages avec le tambour. Lorsqu'on dit tambour, ce n'était pas un tambour comme ça, ce n'était pas évident d'avoir les éléments de tambour. On peut penser le bois frappé, c'était les premiers morses. Jusqu'au milieu du 19e siècle, cette société d'oppression se fige. Car le vent de 1789 n'affecte pas la Martinique. Bastion royaliste, elle échappe aux abolitionnistes en se donnant à la couronne britannique. Les Anglais occupent l'île 8 ans, convertissant en forteresse le rocher du Diamant. Napoléon récupère la Martinique en 1802. L'empereur a épousé une enfant du pays, Joséphine de Beauharnais, fille de planteur. Les Martiniquais soupçonnent Napoléon d'avoir remis en cause les acquis de la Révolution pour préserver les intérêts de la famille de Joséphine. Respect bas 22 mai. Donc respect pour le 22 mai qui est la date de l'abolition de l'esclavage en 1848. Et si nous continuons, nous voyons des taches de sang sur la statue. Et en haut là, nous voyons qu'on a décapité Joséphine. Pourquoi elle a été décapitée? Parce qu'elle a influencé Napoléon pour rétablir l'esclavage. L'abolition arrivera pourtant, non comme un cadeau des Blancs, mais comme une conquête des Noirs. Parce qu'un maître interdit un tambour, une insurrection éclate. Elle accélère l'application du décret de Schœlcher qui, au nom de la Deuxième République, abolit l'esclavage. 72 000 esclaves sont libérés. Bélia, ouais, appuyez sur le Bélia, accent. Bélia, mamaïla, 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 ah, où souhaite Allah. Manquette ton belle nouvelle. Les anciens esclaves laissent exploser leur joie. Ils créent même un type de chant, le Bélia. Ça y est. Bélia, Bélia, 1848. Belle Ilia, c'est du vieux français du 8e siècle. Ça veut dire voici une bonne nouvelle. Voici une nouvelle, donc Belle Ilia. Les esclaves n'avaient pas le droit de porter des bijoux. Après l'abolition, la passion africaine de l'or put enfin s'exprimer. Donc c'était en quelque chose, nous revenons sur la société, nous revenons sur leur situation passée d'anciens esclaves. Je pense que moi, c'est ça. Avant, il faisait ça. La chaîne de forçat en or défie à la violence du passé. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les nègres ne voulaient plus travailler. Il fallut trouver de la main-d'œuvre. Donc en 1853, on a ramené surtout de Pondichéry des hindous. Je ne dis pas indiens, je dis hindous, qui sont arrivés à la Martinique. Et c'est pour ça que dans la cuisine créole, il y a l'influence indienne, notamment soit un plat au curry ou au plat de Colombo. Gérard Nalamoutou descend de l'un des 25 000 hindous auxquels l'État français promit une vie meilleure en Martinique. Devant la dureté du travail et les salaires de misère, ils déchantèrent. Mais ils n'avaient plus le choix, le voyage de retour coûtait trop cher. Les anciens esclaves méprisaient ces coulis. Coulis veut dire ouvrier, donc pour la Martinique, les gens qui étaient arrivés, c'était des coulis. Et jusqu'à maintenant, c'est resté, même si c'est péjoratif, c'est resté. Il y a seulement Martinique qu'on appelle les hindous coulis. Chauffeur le jour, agriculteur le soir, Gérard est également prêtre.
Adulte, il est parti en Inde pour se faire baptiser hindouiste. Mais enfant, en Martinique, il avait reçu un baptême catholique. Le béquet venait chez mes parents, il prenait l'enfant et il allait se faire baptiser catholique. Et les parents ne pouvaient pas dire non, hein, parce qu'il y avait d'autres choses qui auraient pu se mélanger. Ils disaient, bon, on allait vous enlever dans la maison. Il y avait des pressions qui étaient très, très importantes. Même le prêtre catholique, lui, c'était un complot. C'est-à-dire qu'il y avait une jumelation entre le béquet et le prêtre catholique. Reste à savoir pourquoi ce temple est perdu dans une bananerie. La réponse est dans le tambour. Autrefois, le temple se dressait dans un village. Il y a un son pour chaque divinité. Mais le tambour rituel dérangeait le curé, qui exigea le déplacement du sanctuaire. Oui, au lendemain de l'abolition, les rapports restaient tendus en Martinique. Au conflit maître-esclave se substituaient les conflits patron-ouvrier, et la musique s'en souvient. Il y avait des compositeurs qui racontaient, s'il s'était passé une histoire là, en chanson, cette personne racontait l'histoire vécue, le fait divers. C'était des chroniques. Maman la gueule pareil, maman la gueule pareil, maman la gueule pareil, monsieur Michel, on vous dit, monsieur Michel, donc le colon, ne voulait pas donner 2 francs de l'époque d'augmentation. Il y a un béquet qui a été tué à cette occasion. Il y a eu des morts lors de cette grève-là pour la canne à sucre. En Martinique, c'est un pays, il y a eu toujours de grosses grèves. Cette tension fut aggravée par la crise du sucre dont témoignent les exploitations en ruine. Seule survivante, une grande centrale, la sucrerie du Galion. Dès le milieu du 19e siècle, l'Europe a découvert la betterave sucrière plus rentable que la canne à sucre. Alors en Martinique, ce qui reste de canne s'est focalisé sur un autre débouché, le rhum. Le rhum martiniquais, mondialement réputé, connut sa production maximale durant la Première Guerre mondiale. Il entrait dans la composition des explosifs et donnait du courage aux poilus. 58, Quant aux tonneaux, ils permirent à ceux qui en étaient fiers de renouer avec leurs racines. Ah oui, ça fait un tambour déjà, hein. Ça résonne déjà. C'est avec de vieilles barriques et des outils légués par un tonnelier que Sully fabrique ses tambours. Le tambour, pour le sacré en Afrique, la résistance durant l'esclavage, le divertissement après l'abolition. Je suis en train d'écrire l'histoire de la Martinique avec le tambour. Donc cet après-midi, nous allons évoquer, toujours d'un palmarès comme chaque émission, la musique, l'histoire de la musique. Sully défend partout la mémoire musicale de la Martinique. Cette année, aura, où il a déjà 83 ans. Attention, c'est parti. 2, 3. Ce jour-là, avec ses invités, Sully consacre son émission à l'âge d'or de la musique créole, à la grande époque de Saint-Pierre, surnommé au tournant du XXe siècle le Paris des Petites Antilles. Oui, Saint-Pierre, c'était un bastion culturel, mais c'était également une ville qui respirait la musique, avec de nombreux dancing, de nombreux cercles. Mais il y avait surtout la musique des casinos de Saint-Pierre, une musique que l'on retrouvait le samedi soir et qui permettait aux gens de sortir et s'amuser. S'amuser, c'était danser la biguine. Née à Saint-Pierre, elle se répandit dans le monde entier. Mais en 1902, c'est la tragédie. La montagne pelée qui domine la ville explose, une nuée ardente, un souffle brûlant efface Saint-Pierre de la carte. En moins de temps qu'il n'en faut pour une danse, 30 000 morts. Seulement 2 survivants, dont un homme prisonnier de ce robuste cachot. Fort-de-France devint ville principale et Saint-Pierre ne retrouva jamais son lustre.
C'est l'Alsace, c'est la Lorraine. Le répertoire de Sully n'oublie pas que les Martiniquais payèrent un lourd tribut aux guerres contre l'Allemagne, et notamment à celle de 14-18. Durant la Seconde Guerre, les Martiniquais font la preuve de leur esprit de résistance. Au nord de l'île, au bout de la route, Grand-Rivière. D'ici partirent 5000 dissidents, à l'instar d'Eugène Jean-Baptiste. La dissidence martiniquaise, c'était sortir, laisser la Martinique sous le temps de l'amiral Robert. Parce que l'amiral Robert était sous le commandement de Pétain. Et alors, les Martiniquais ont répondu à l'appel du général de Gaulle, mais en allant à la Dominique, île anglaise. Ouais, il y a très peu de gommiers. Les gommiers sont rares, très très rares. Les gommiers, les barques de pêche sur lesquelles les dissidents gagnaient le large au péril de leur vie. C'est ça le gommier. Car la mer est violente entre la Martinique et la Dominique. Outre la noyade, on risquait l'arrestation par les douaniers français. Mais dès juin 1943, sous la pression de la population, l'amiral Robert cède la place aux représentants de la France libre. Près du Gros Morne, Sully s'arrête souvent devant la maison de ses arrière-grands-parents. Elle est représentative de la Martinique de l'après-guerre, coloniale et rurale. L'arrière-grand-père cultivait la canne pour un béquet, comme jadis, comme toujours. Ouais, je me se mettait ici, là. Exactement là. Devant la maison, il y avait un sentier. Tout bascule en une ou deux générations après le passage en 1946 du statut de colonie à celui de département. Le père de cette Martinique moderne, Aimé Césaire, chantre de la négritude. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle trouve l'accablement opaque de sa droite patience. Aimé Césaire. Sully a une chanson en l'honneur du poète qui dirigea la mairie de Fort-de-France un demi-siècle. Ce tambour, Sully et d'autres personnalités de la culture martiniquaise l'ont offert pour son anniversaire à celui qui demeure maire honorifique. Nous fabriquons des tambours comme la tradition. Ah, mais c'est bien. De distillerie d'habitation. C'est l'expression de notre moi le plus profond. C'est ça, le tambour. Sully et Papa Césaire, comme le surnomment ses concitoyens, évoquent l'époque coloniale où l'école enseignait au jeune Aimé que ses ancêtres étaient gaulois. Je dirais que la politique de l'époque était ce qu'on appelle une politique d'assimilation. Mais moi, je traduisais par une politique d'aliénation. Autrement dit, on devenait étranger à soi-même. Grâce à Césaire, le tambour a reparlé. Des fusées molles de Dieu comblées, d'où l'aube débusqua très tendre de graves filles couleur jacaranda, peignant lentement leurs cheveux de varech. À l'université de Fort-de-France, voici un homme qui se démarque du courant de pensée de Césaire. Le professeur écrivain Raphaël Confiant ne cantonne pas l'identité martiniquaise à des origines africaines. À la négritude, il préfère la créolité, plus ouverte, plus actuelle. Pour Confiant, il ne faut pas, au nom de la mémoire, négliger le présent. Effectivement, depuis 10-15 ans, il y a des groupes, des associations, des intellectuels qui essayent de récupérer cette mémoire, et notamment à travers le combat pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui a d'ailleurs abouti, puisque cette loi a été votée au Parlement français l'année dernière. Bon, mais au niveau du peuple en général, je ne suis pas sûr que pour l'instant tout ce travail soit vraiment descendu à son niveau. Je parle pour la personne qui est au chômage, vous allez lui parler de la réparation, elle va vous dire oui mais moi je suis sans boulot, je suis au RMI quoi. Difficultés sociales car difficultés économiques. La banane martiniquaise, qui a pris le relais de la canne comme monoculture dans les années 50, se heurte à des concurrentes américaines produites à bas prix en Amérique du Sud et en Afrique. Nous produisons des cultures tropicales, bananes, ananas et rhum,
avec des salaires européens. Comment on fait? C'est tout. Moins d'exportation, moins de production, moins de travail, le taux de chômage, 3 fois la moyenne nationale, et la contrepartie d'une économie assistée tournée vers la métropole. Le tourisme, seule autre grande ressource de l'île, affronte lui aussi la rude concurrence des îles moins chères. Si bariolé, si libre, le carnaval suggère que les Martiniquais ont la capacité de surmonter le manque de diversité et d'ouverture de leur économie. Car diversité et ouverture sont les bases de la créolité, comme le martèle Raphaël Confiant. Et la créolité, c'est très simple, c'est la prise en compte d'une identité multiple. Forte de cette multiplicité, en repos avec son passé, la Martinique peut ouvrir son futur sur le monde, à l'image de Sully, notre tambourier. Alors, je suis en train d'affûter mon couteau, puisque très bientôt, je m'en vais pour les États-Unis, où je vais fabriquer des tambours, mais également faire des démonstrations de frappe de tambour. 2, 3.